Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons parler des Humo. Alors, de la planète Humo et de ses habitants, les Humites. Alors, j'ai pas pu résister à un petit plaisir vocal avant de commencer à discuter de ce sujet, mais je vais quand même le faire. Vous vous souvenez, David Vincent avec son petit doigt. Tadam, tadam, tadadadadadadadadam. Ben, on y est presque. En fait, l'affaire Humo, c'est une montagne. C'est 1400 documents, 16 000 pages. Donc c'est un petit peu difficile d'en faire un résumé en quelques minutes. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va durer un petit peu plus que les vidéos habituelles et j'espère que vous me pardonnerez d'avoir fait seulement un vocal puisque je tenais à le faire avant de quitter le Brésil. Donc Humo, U2MO, serait le nom d'une planète située à environ 3,6 ou 14,4 millions d'années de lumière de la Terre si on en croit les révélations des Humites, faites par l'intermédiaire de courriers, d'appels téléphoniques reçus à partir du milieu des années 60 dans le monde entier. Un groupe humite, des humanoïdes en tout point semblables aux humains, de type nordique. De type nordique, intéressant. Nos Humo auraient été présents sur Terre depuis le 28 mars 1950, pas un jour avant, pas un jour après. Ils sont chargés de nous étudier sans interférer dans notre déterminisme historique. Les Humites seraient le cas échéant autorisés à empêcher notre auto-anéantissement nucléaire, économique et environnemental, mais n'interviendraient qu'en cas d'extrême urgence. En 1992, un des réceptionnaires des lettres a prétendu être le concepteur de cette supercherie et l'auteur des lettres Humites. Il s'agit de José Luis Jordan Peña. Cette annonce a fait éclater de rire les sceptiques, mais a beaucoup déçu le public de ce qui est devenu une quasi-religion. Toutefois, on peut douter pour plusieurs raisons que José Luis Jordan Peña ait été l'inventeur des Humites. 1. Des erreurs grossières apparaissent dans certains courriers, certes, mais il se pourrait que ces courriers ne soient pas authentiques, et puis ces erreurs pourraient être aussi des tests de confiance de nos amis les Humites. 2. La plupart des informations scientifiques et techniques, des calculs et des faits ethnologiques que comportent les lettres seraient bien au-delà des capacités intellectuelles seules d'un homme comme Peña, qui s'en mêle d'ailleurs dans ses propres explications et finit par accuser des gens de la CIA de lui avoir fourni les lettres dans le cadre d'une expérience socio-psychologique, ce qui est à mon avis le cas. 3. Le volume et les qualités des informations pourraient indiquer l'existence d'un groupe pluridisciplinaire chargé d'initier et entretenir un canular, mais on se demande bien qui et pourquoi ferait un canular sur une durée de 40 ans. D'autre part, 4. Un rapport des services secrets français attesterait de la présence des Humites dans une caverne abandonnée par eux près de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, en France, à un moment où on observe dans le secteur des phénomènes aériens non identifiés. Alors on n'a plus le droit de parler d'OVNI, il faut parler de PAN, phénomènes aériens non identifiés. Les lettres Humites indiquent que l'origine de leur expédition sur Terre trouve sa justification en février 1934, lorsqu'un bateau norvégien émit en haute fréquence un message qui fut capté à 14,4 millions de kilomètres par les habitants de la planète Humo dans la constellation de la Vierge. Un rapport de gendarmerie français fait état d'une observation de PAN dans la ville de la Javie, près de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, le 28 mars 1950. On est proche du plateau d'Albion où seront entreposés les missiles balistiques nucléaires français et surtout du centre atomique de Cadarache, premier centre de recherche européen sur les énergies non carbonées. En 1975, suite à une indiscrétion de René Fouret, qui a communiqué une lettre humide du 30 août 1969 aux oreilles françaises, Claude Poher, le chef de la section fusée du CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, aurait mené une expédition pour identifier la grotte occupée par les Humites dans le massif du Cheval Blanc. Selon René Boarino, l'expédition de la gendarmerie y serait parvenue et aurait récupéré du matériel extraterrestre laissé là. Vraiment? Voyons les échanges. Les Humites nous disent qu'ils ont tenté d'entrer en contact avec nos gouvernements, comme ils n'offraient aucune technologie en échange et demandaient l'arrêt du nucléaire et proposaient des solutions d'ordre spirituel, ils auraient été conduits par nos dirigeants, plus intéressés par faire la guerre et nous faire payer des impôts.
De 1965 à 2018, les Humites entrent alors en contact par courrier et appel téléphonique, puis courriel et tweet avec des individus originaires du monde entier et de toutes conditions sociales. Ils entendent compenser leur investigation biologique sur la planète Terre et ethnologique sur la race humaine par des informations sur leur propre planète, leur technologie, leur histoire et leurs mœurs. Leur motivation est de ne pas interférer au sein des rapports d'équilibre du cosmos. On nage en plein New Age. Dans les années 70, les dessinateurs espagnols, vous connaissez les latins, sont bavards et l'affaire fit dans la presse, jusque dans la revue française grand public de gauche, VSD, et la télévision publique d'État. L'affaire fait le tour du monde et totalise encore en ce jour des centaines de millions de vues sur YouTube et dans toutes les langues. Les Humites ont pris contact depuis une décennie, donc depuis le début des années 2000, avec des scientifiques du monde entier. Alors, Claude Power, qui s'est vu remettre des lettres humides, informe pour avis le physicien Jean-Pierre Petit. Il lui communique des feuillets comportant des informations novatrices et inédites sur la technologie MHD, ou magnéto-hydrodynamique, de leurs vaisseaux spatiaux, sur une solution de l'équation d'Einstein, sur la relativité générale, donc E égale mc2, et la forme de l'univers. D'autres scientifiques confirment la valeur des communications humides en biologie, en médecine, en linguistique, dans tous les domaines abordés dans le courrier. Bref, les humides sont des génies. Parmi les informations scientifiques données au cours de leur rapport, les Humites indiquent la présence de 86 paires d'atomes de krypton, bah oui, comme celui de Superman, en terminaison des chaînes d'ADN de tous les êtres vivants. Alors le krypton, c'est un gaz rare qui serait, selon eux, capturé par les chaînes protéiniques, mais aucun laboratoire sérieux n'ayant travaillé sur la question, on en restera là. Ils nous indiquent qu'ils ont découvert sur Mars des végétaux simples. Ils nous disent que par une fréquence de 10.368 Hz, ils arrivent à activer des plexus nerveux, des centres nerveux qui sont situés dans le plexus choroïdien et qu'ils arrivent donc ainsi à pratiquer la télépathie. Ils nous informent de l'existence du graviton, ils enseignent la magnéto-hydrodynamique, la fameuse MHD avec laquelle les Russes propulsent leurs missiles intercontinentaux nucléaires à plus de 10 000 km/h autour de la Terre, la non-existence des trous noirs qui seraient en fait des passages vers un univers jumeau, la théorie des cordes, l'univers jumeau et les multivers, et l'inflation cosmique sinusoïdale et non constante. Bref, de nombreux sujets des sciences sont abordés en détail par les Humites, comme le concept de l'espace, avec des considérations sur les plis de l'espace, le cosmos décadimensionnel, l'anticosmos, le cosmos gémellaire, la théorie du champ unifié, la biologie et la théorie d'une évolution organisée. Ils décrivent donc les bases biogénétiques du cosmos, et bien sûr ils traitent des concepts du temps et du voyage dans le temps. Dans d'autres lettres, ils développent surtout la logique tétravalente dont nous reparlerons. Une partie des lettres relève de la philosophie et de la métaphysique. Certaines relèvent leur point de vue sur la société terrestre et traitent de quelques problèmes que les Humites y identifient. Ils parlent de l'avortement, de l'oppression de la femme et des enfants par l'homme, ou encore des lacunes de nos systèmes éducatifs et politiques terriens. Le concept de Dieu est souvent présent et plusieurs lettres y sont entièrement consacrées. Leur spiritualité aurait des similitudes avec l'enseignement de Jésus par ailleurs, et nous y reviendrons. Alors les Humites nous font une carte des civilisations extraterrestres de l'univers. Un sujet qui nous intéresse est leur tableau et leur description des différentes races extraterrestres de notre galaxie connues d'eux. Alors ils nous informent tout de même qu'ils ne connaissent que 0,01% de notre galaxie. Alors, donc selon les Humites, dans ce petit coin de notre galaxie, dans notre petit coin de l'univers, il existerait 74 races extraterrestres, dont 17 sont déjà venues sur Terre et 3 sont dangereuses pour l'humanité. Dans la lettre D58.3, les Humites précisent « Le nombre possible de sous-espèces pour l'homme analysé par nous est de 9 puissance 10 et de 9,10 puissance 6. Le fait que de telles races existent ou non sur une planète dépend d'autres facteurs. » Alors je prends cette voix idiote parce que les Humites n'ont pas un système laryngé comme le nôtre et donc ils ont une articulation un petit peu bizarre lorsqu'on les entend au téléphone, puisque les Humites téléphonent, comme tout le monde le sait. Dans le tweet OT57, les Humites nous disent « Nous estimons que 1,2 million de civilisations coexistent en permanence dans la galaxie, jusqu'à 18 millions en additionnant le passé. » Alors, ils nous indiquent qu'il y a des civilisations amicales sur Zeta Herculis, Ophiuchi, Wolf, donc la planète Oumo, dans la constellation de la Vierge, une planète de la constellation du Sagittaire. Alors, il y a des civilisations neutres dans la constellation d'Orion, du Petit Chien, de l'Hydromale ou du Grand Chien. Mais par contre, il y a des civilisations hostiles. Dans la constellation des Poissons, on en note 3. Dans la constellation du Verseau, 1. Dans la constellation de la Baleine, et on y reviendra parce que c'est intéressant, 1. Puis dans une étoile qu'ils appellent HD 6101,
il y aurait donc une civilisation un petit peu dangereuse. Alors la civilisation la plus dangereuse et la plus agressive, c'est Tau-Ceti, dans la constellation de la Baleine, et c'est là sans doute l'aveu qu'il s'agit d'un canular. Peu d'informations sont données sur les deux dernières de la liste de ces 17 civilisations qui sont moins connues des Humites. Alors en 1987, les Humites nous avertissent. Donc, dès 1966, les Humites mettaient en garde sous forme de rapport sur les dérives de notre économie, de notre politique et de nos pratiques sociales. Les Humites dénoncent l'emprise de l'élite oligarchique occidentale, composée de différentes factions, en désaccord. Leur désaccord repose sur leurs intérêts propres et ils nous disent qu'il y a donc, ils distinguent un lobby financier et un lobby militaro-industriel qui se affronteraient. Ce dernier, le lobby militaro-industriel, sera en contact avec les races extraterrestres hostiles et même la plus dangereuse, celle de la constellation de la Baleine. Ha ha ha. En 1987, les Humites s'inquiètent pour l'avenir de l'économie mondiale. Ils sont gentils, nos Humites. Ils sont mimi, ils s'inquiètent pour nous, surtout pour la bourse. C'est des Humites boursiers. Donc les Humites nomment notre système occidental une oligodictature. Alors ils ne sont pas communistes, mais presque. Ils soulignent la perversité de l'asservissement monétaire des peuples et ses conséquences sociales comme le chômage de masse, les injustices, le déficit public et l'inflation. Et les Humites annoncent une grave-crise financière imminente à la fin des années 80, qui d'ailleurs se produira en 1987 même, à la date à laquelle ils l'ont indiqué, mais sans provoquer de trop graves désordres sociaux. Il faut dire que statistiquement, le capitalisme connaît une crise tous les 7 ans, alors c'était pas très difficile de se tromper, puisqu'on en avait eu une en 1980. Le krach d'octobre 87 générera une récession mondiale, résultant d'un effondrement de la bourse d'une ampleur sans précédent depuis 1929. Mais la Réserve fédérale et les marchés boursiers ont traité assez efficacement la crise et le marché s'est rétabli assez rapidement. Par contre, la récession qui en a résulté a touché d'abord les États-Unis, ensuite s'est étendue à tous les peuples et tous les pays du monde qui ont été mis à genoux, en particulier l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Japon et l'Amérique du Sud. Pour 2022, rebelote. Figurez-vous qu'en mai 2015, alors que tout le monde est en pleine reprise économique après le choc financier de 2008, les Humites nous mettent en garde contre une crise financière et économique à venir planifiée par l'oligodictature. Allons bon, ils ne nous parlent pas encore du Deep State, mais on y viendra. Ils avancent comme date la plus probable une période entre décembre 2022 et février 2023 avec un degré absolu de certitude, 92 à 100% pour février 2023. Selon eux, cette crise va gérer une guerre civile généralisée et une tentative de coup d'État mondial menée depuis les États-Unis par les banquiers, appuyés par le lobby militaro-industriel. Même si cette tentative échouera de fermer un gouvernement mondial, les Humites ont proposé un protocole de riposte pacifique pour les humains, qui est basé sur la prière et des actions basiques de conversation. S'éloigner des grands centres urbains, conserver des aliments pour quelques semaines et garder des métaux et du cash. Les Humites disent avoir augmenté leur effectif à 180 membres afin de faire face à une crise internationale prenant une forme nucléaire. Ils estiment de leur devoir d'intervenir physiquement pour neutraliser nos arsenaux avec l'aide d'une autre race extraterrestre plus évoluée qu'eux. Alors la vision Humite, vous voyez, elle est très conspirationniste, on croirait entendre Trump. Les Humites nous indiquent vivre en harmonie d'une façon un petit peu spéciale puisqu'on est presque anéome. Ils ont un ordinateur quantique central qui gère leurs pensées, leurs rapports et leurs accès à la connaissance. Leur civilisation privilégie une vision collectiviste, rationnelle et technologique de l'existence sur le modèle d'une fourmilière. Leur intérêt pour les humains viendrait de notre individualisme, du déterminisme sexuel fort de notre espèce, de nos capacités artistiques irrationnelles et du caractère rudimentaire de notre technologie dans les années 50. Bref, ils se sont bien foutus de notre gueule. Au cours de leur cheminement historique, ils ne cachent pas, les Humites ont perdu ces aspects de leur existence. Plutôt que d'agir sur nos élites rétives à partager le pouvoir et le pognon, et muets sous l'effet d'une civilisation spirituelle comme la leur, les Humites ont agi à la marge de la société humaine en interagissant avec des individus primaires, instinctuels, créatifs, comme des artistes et des chercheurs, et peu enclins à laisser la technologie diriger leur choix. Cette stratégie évite, selon eux, un choc de civilisation, comme celui provoqué historiquement par la colonisation européenne ou celui du prétendu accord petit gris et élite bancaire anglo-saxonne. Parce que les Humites nous informent, l'élite bancaire anglo-saxonne et les militaires auraient passé un accord avec les petits gris, des petits extraterrestres d'1 mètre à 1,20 m. Alors on n'est pas dans Paul, le film d'Hollywood, mais
C'est quand même curieux. D'un côté, on a un programme petit gris de choc culturel, de domination technologique, de métissage, de disparition génétique de l'homme et d'envahissement de notre espace. Puis de l'autre côté, on a la stratégie des humites, qui est de distiller lentement de la connaissance, ces humains bourrins, en acceptant les découvertes humaines, en les anticipant, en refusant les transferts de technologie, en ayant un cloisonnement éthique et surtout beaucoup de discrétion. L'interaction halogène autochtone, c'est-à-dire eux et nous, prend une autre direction. Selon eux, petit à petit, ils vont se révéler parce que l'humanité est un carrefour. Alors tout ça, c'est très intéressant, mais il y a un certain nombre de critiques qui sont venues de journalistes, notamment français. Donc la critique la plus cinglante de l'affaire Humit est venue d'un homosexuel et de 2 femmes qui ont rappelé le passé de Jordan Peña. Il s'agit de Pascal Chambon, de Martine Castello et de Isabelle Blanc. Ces 3 journalistes rapportent que Peña avait déjà tenté de créer une secte orientaliste, la Pyrophos. Alors copiée sur la doctrine luciférienne et les pratiques douteuses de la société théosophique de Blavatsky et de Anne Bezan, le culte de Pyrophos était basé sur des lettres, déjà, que C, donc une voyante, recevait d'un gourou vivant aux États-Unis, un code éthique simpliste, et surtout, ce qui apportait la vérité de cette doctrine, c'est qu'à la fin des lectures, il y avait une lumière bleue qui émanait de la bouche de la lectrice, de la voyante. En réalité, c'était un produit chimico-électroluminescent qui était placé, qui mettait son temps à agir. Pascal Chambon, Martine Castello, Isabelle Blanc dénoncent plusieurs choses, notamment le goût marqué de Jordan Peña pour le sexe faible, si possible mineur, et son homophobie viscérale de macho ibérique, ses pratiques sadomasochistes avec ses partenaires, et son plaisir affiché à se moquer de la crédibilité humaine comme d'une tare et à mettre en lumière par des jeux psychologiques pervers comment nos contemporains sont selon lui des abrutis et des crétins. Pascal Chambon, Martine Castello et Isabelle Blanc notent encore que la description de la société humide porte toute l'empreinte des troubles psychiatriques de Jordan Peña. Selon eux, la société humide n'a en rien une belle société avancée à la morale supérieure. Son système éducatif n'a rien d'extraterrestre, il est même plutôt espagnol. Tout cela n'est qu'une horrible version de société humanitaire totalitaire et répressive comme celle pensée par Franco. La morale est prononcée au nom de Dieu. La femme a comme rôle seulement la procréation et le plaisir de son mari. Les enfants sont disciplinés et se taisent. Toute liberté sexuelle est interdite, le corps de la femme est propriété du mari au nom de Dieu, la femme doit arriver vierge au mariage sans jamais avoir expérimenté le plaisir, elle est contrôlée à distance par le gouvernement, toute préférence sexuelle non conforme à cela comme l'homosexualité ou la simple liberté d'avoir plusieurs sexuels au cours de sa vie est considérée comme une perversion et une maladie mentale est éradiquée par la chirurgie ou des traitements chimiques et l'humiliation publique. Tout cela est totalement humain, ce n'est qu'une présentation d'une morale répressive au plus haut point de l'intégrisme religieux le plus fanatique. Cette société que nous décrivent ces soi-disant humos n'est rien d'autre que l'idéal fasciste de la société voulue par le franquisme espagnol le plus extrémiste, entendant baser sur la religion catholique de l'Opus Dei, la plus intégriste, ses valeurs morales sur la soumission de la femme à un seul homme, afin de lui donner des enfants, de le satisfaire sexuellement, sans même avoir eu elle-même aucune liberté et aucun plaisir. Bref, aucune possibilité de liberté pour la femme. Tout cela n'est que l'expression de la déviance pathologique de Peña. D'autres personnes ont noté qu'il y avait des incohérences. Par exemple, dans la lettre D41.1 du 12 janvier 65, les Humites indiquent que leur étoile est à moins de 4 milliards d'années-lumière de la Terre. Nous désirons informer la planète Terre, nos origines et provenances et les buts qui nous amènent à vous visiter. Nous provenons de Humo, planète qui tourne autour de l'astre Yuma, enregistré sur votre Terre sous le nom de Wolf 424, distance du foyer Wolf 424 au foyer du système solaire le 4 janvier 55, 368 502 années-lumière. Ouais, bon, c'est sympa, surtout quand c'est dit au téléphone en se pinçant le nez, en parlant dans un tube. Mais le magazine Times du 28 mai 1938 avait en effet publié un article sur les découvertes d'étoiles proches. Il mentionne Wolf 424 comme étoile probablement la plus proche du Soleil et avec une distance de 3,7 années-lumière. Or, la distance donnée par le journal était erronée et était en réalité dans les catalogues des étoiles 14,3 années-lumière. Donc il semble que les Humites lisaient Time Magazine, ne savaient pas où était leur planète en arrivant sur Terre et qu'ils n'avaient aucune idée de la distance réelle qu'ils avaient parcourue. Tout ça est très curieux. Il n'y a aucun moment dans cette première lettre la moindre allusion à ce que cela serait une distance en passant par un espace jumeau, comme les prétendus Humites vont l'affirmer par la suite. Certes, les Humites indiquent qu'ils mentent partiellement et volontairement pour nous obliger à garder un esprit critique et vérifier leurs informations.
Donc ils ont peut-être pu blaguer au sujet de leur localisation de leur planète, pourquoi pas, tant qu'on y est, la vasine est prête, allons-y. Hein. Donc on a confirmation par le télescope Hubble en orbite que Wolf 424 est un système stellaire de deux naines rouges, hein, 424A et Wolf 424b, qui sont bien situés dans la constellation de la Vierge, mais manquent de peau à 14,3 années-lumière et non 368. Deuxièmement, ce système n'est pas susceptible d'abriter une civilisation extraterrestre avancée ou même de la vie, parce que tout simplement, ce sont deux naines rouges, dont le membre mineur est du type éruptif, et donc qui sont impropres à avoir des planètes autour d'elles. Alors, dans certaines variantes des lettres humides, les humides suggèrent qu'ils viennent d'une étoile dans la direction de Wolf 424 à 14,4 années-lumière, mais seulement 3,7 en passant par un raccourci dans l'univers jumeau. Bon, enfin, c'est un peu gros, quoi. Donc, une chose est certaine, ce qui est raconté dans les lettres des humides au sujet de leur étoile est du point de vue de la réalité astronomique entièrement faux. Le type des erreurs commises dans les lettres où est mentionné l'étoile 424 et l'accumulation de fautes grossières ultérieures pour rattraper les fautes initiales sont compatibles avec la thèse que les lettres initiales en question, pas nécessairement celles qui ont suivi, ont été écrites par un farceur initial. Qui plus est, ce farceur initial était lecteur du Times Magazine et puis il ne vérifiait pas ses sources dans les encyclopédies d'astronomie. Donc la suite, elle aurait été écrite par plus qualifié que ce petit guignol originel pour alimenter un mythe moderne, celui des gentils humides, d'ailleurs pas si gentils d'ailleurs, hein, plutôt franquistes, qui seraient venus nous sauver des méchants petits gris, du nucléaire et de la finance. Maman, j'ai peur. Donc il y a d'autres critiques dont j'ai fait une liste sur l'affaire Humo, alors il y en a un wagon. Hein. Le symbole des humides est le signe d'une des sections de l'armée allemande intervenue pendant la guerre civile espagnole au service du général Franco. Et d'ailleurs cette lettre, et ce signe, il est copié sur la lettre russe J, qui est la double initiale de José Luis Jordan Peña, José Jordan. Étrange. Les photos des soucoupes volant des humides sont très visiblement des maquettes grossières et avec les progrès de l'analyse informatique, on en a la démonstration. La langue des humides est clairement indo-européenne et a été fabriquée à partir de l'espagnol, nous disent des linguistes. Les humides semblent vouloir universaliser une forme de christianisme sur le modèle qui est promu par Jordan Peña dans sa première secte, celle qui s'appelle Pyrophos. Les voix des humides, maintenant on en a la preuve avec les analyses auditives, sont produites en se bouchant légèrement le nez entre le pouce et l'index, placer un micro tout près d'une cavité adjacente afin d'en capter les résonances et obtenir une voix étrange à la tonalité profonde, sourde et nasillarde. Je suis un humide. Les humides s'inspirent de nos représentations et de nos classifications fantaisistes des extraterrestres, des dessins techniques présentant tous la trace de plume artistique de Jordan Peña. En effet, Jordan Peña, c'est un dessinateur technique et tous les dessins techniques qui sont dans les dossiers humides sont faits par lui. La civilisation la plus dangereuse, alors celle-là elle est excellente, la civilisation la plus dangereuse selon les humides est placée dans la constellation de la baleine, dans la planète Tau Ceti, HD 10700. Or, Jordan Peña avait fréquenté les séances de lecture spiritique de Fernando Sesma dans la salle d'un bar qui s'appelait la Baleine Joyeuse à la fin de 65. Il en était sorti ébahi par l'incroyable naïveté des participants et avec un contrat lucratif de la CIA en poche pour monter une arnaque. Pour Claude Power du CNES, seulement 50% des affirmations des humides sont exactes, les connaissances mises en jeu étant du niveau de premières années d'une licence universitaire. Selon Jacques Vallée, l'informatique et les écrans des humides ont été dépassés rapidement par les nôtres, ce qui est étrange pour une civilisation s'affirmant plus ancienne. Enfin, les humides sont devenus des adeptes de la théorie de la conspiration dans les années Internet, ce qui est quand même pour le moins étrange. Mais enfin, sans doute que Donald Trump va nous dire qu'il a rencontré un humide et nous le présenter bientôt à la télévision avec ses copains du lobby militaro-industriel. Le pire élément à la charge est certainement le parcours de Luis José Jordan Peña lui-même. D'abord, il est technicien supérieur en télécommunication, électronicien, dessinateur et parapsychologue. Il avait suivi un stage de psychologie d'entreprise basé sur la manipulation mentale des subordonnés par le stress et l'humiliation. Deuxièmement, Peña avait dirigé le département de physique d'un collège à Madrid où il avait enseigné également les mathématiques, ce qui prouve qu'il avait un certain nombre de connaissances. Il se passionnait pour la science fondamentale et la cosmologie et il suivait les moindres progrès de ces sciences. Il correspondait avec nombre de savants de son temps et dans plusieurs pays sur ces sujets. Rationaliste et sceptique, bien ancré dans la droite franquiste, il était particulièrement méprisant envers ses contemporains, croyant au paranormal et aux ovnis. Peña estimait que 79% de la population souffrait d'un dédoublement paranoïaque de la personnalité, c'est-à-dire que 80% des gens étaient des schizophrènes et des abrutis.
Et il avait fondé et présidé pendant plusieurs années la Société espagnole de parapsychologie dont il avait construit les appareils bidons de laboratoire. Il avait donc créé cette secte orientaliste de type luciférien appelée le groupe Pyrophos. Encore, Peña avait collaboré contre finance avec les services secrets espagnols, le CECID, dans la lutte contre la gauche progressive, puis la CIA dans le cadre du programme MK Ultra de contrôle mental. Oui, Peña, le premier journaliste à avoir parlé, ou soi-disant journaliste à avoir reçu des lettres humides et qui nous en parle, qui en fait avait été contacté lorsqu'il faisait des séances de spiritisme dans le bar La Joyeuse Baleine, avait été contacté par la CIA pour une expérience de psychologie sociale dans le cadre du programme MK Ultra. En somme, les lettres humides sont un bon résumé de Jordan Peña, de ses objets d'admiration, de ses fréquentations. Par exemple, on note la logique tétravalente, l'inversion accusatoire, la relativité d'Einstein, un discours sur la physique quantique, le champ unifié de Heisenberg et sa fameuse équation qui le passionnait, la cosmologie selon Schrödinger qu'il admirait, le cosmisme de Lyndon LaRouche qu'il déifiait, le Tao Te Ching des Chinois, le catholicisme dans la version de l'Opus Dei et du franquisme, les divagations de la société théosophique de Blavatsky et de la loge maçonnique du droit humain d'Anne Bezin, le néo-panthéisme de Whitehead, des conceptions maçonniques et de Kabbale qui avaient été reçues d'amis et gladées dans des lectures d'ésotérisme, des publications sur les archétypes de Jung, des manuels soviétiques de psychologie et de parapsychologie publiés aux éditions Mir, et les vues sociales du christianisme d'extrême droite et du franquisme, et enfin les pratiques sociales de la Chine communiste et de la Corée du Nord. Dans son fondement, l'affaire Humo non seulement trahit bien l'imaginaire de Jordan Peña, mais reflète l'ambiance de son époque, les préoccupations de la bourgeoisie de Madrid et la manipulation sociale opérée par les services secrets espagnols, et en particulier en relation avec la CIA dans le cadre du programme MK Ultra. Ce qui est venu par la suite est une reprise de ce canular initial par des personnes connaissant bien le dossier, comme par exemple les membres du renseignement, actifs ou retraités, ou des fans souhaitant faire durer le mythe Humo. Selon plusieurs observateurs, la CIA aurait voulu faire des tests sur les réactions de la population face à une hypothétique rencontre du troisième type et diviser les milieux de gauche sur la question des extraterrestres en les civilisant avec une civilisation humide proche du modèle socialiste soviétique mais nimbé de christianisme catholique et de croyances des protestants du monde anglo-saxon. Somme toute, la CIA a voulu ratisser large dans les sensibilités de la gauche espagnole, des admirateurs communistes de Mao aux socialistes de la Corée du Nord, en passant par la gauche catholique et la gauche protestante et atlantiste, les progressistes et les synarchistes. En fait, les humides, c'est « je ratisse large pour la CIA, je manipule mon petit monde pour voir ce qu'il en sort ». Le fait que les humides aient averti de la crise des années 90 aux États-Unis et de celle programmée visiblement par 2022 par l'élite sont des éléments qui confirment que le canular Humo, même s'il a été initié à son origine par Jordan Peña, serait devenu ensuite l'œuvre de l'État profond des États-Unis. De même avec les informations scientifiques que les Américains pouvaient tenir de l'étude des aéronefs récupérés, des cadavres de leurs occupants ou de leurs pilotes vivants capturés lors d'autres crashs ou diverses occasions. Je renvoie à mon livre sur les ovnis, où je livre des documents de la Maison Blanche, de la CIA et de l'US Air Force qui attestent bien qu'il y a de la technologie extraterrestre ou d'une autre espèce vivant sur Terre qui ont été récupérées par l'armée américaine. Alors ces informations sont sans doute d'origine extraterrestre ou non humaine, mais elles ont été glissées par ruse dans le canular ou la manipulation Humo afin de voir ce que ça allait produire. Donc crise financière et économique mondiale, nous sommes sauvés par la prise de pouvoir par de gentils extraterrestres avec leur religion universelle et leur technologie. Ce scénario ressemble bien à un autre projet de la CIA en collaboration avec la NASA et que les internautes connaissent bien, qui est le Project Bluebeam, qui a été dévoilé par le journaliste québécois Serge Monast. En fait, on a un peu été mis au parfum par George Bush et Ronald Reagan. En cas de besoin, on va nous sortir une attaque extraterrestre pour unifier toute l'humanité sous l'égide d'un gouvernement mondial. Ce qu'on remarque, c'est que cette histoire d'Humo, qui est de plus en plus CIA et de moins en moins Peña, en fait a été initiée par un canular avec un rayonnement bleu sortant de la bouche de la médium C lors des lectures au sein de son groupe spirit Pyrophos et de lettres venues des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce truc bleu qui sort de la bouche, et ce Pyrophos, qui est une traduction plutôt grecque de Lucifer, Pyrophos, ça serait Lucifer en latin, Pyrophos en grec, c'est que le programme de manipulation sur la question extraterrestre des Américains s'appelle Project Blue Book. Et on est là quand même en présence de beaucoup de choses qui me paraissent un peu bleues. Ça fait
Beaucoup de rêves bleus, hein. Un peu trop peut-être pour ne pas se sentir manipulé par le gendarme du monde dont l'uniforme est bleu. Un bleu virant désormais de plus en plus au noir. Et c'est vraiment le voyage d'Aladin que nous a proposé Peña. Ce rêve bleu ne ferme pas les yeux. Bah, si vous voulez bien, parce que l'affaire Humo, c'est une très belle arnaque montée par le programme MK Ultra. Et il y a encore des gens pour y croire. Satisfecit global, camarade. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez vous référer à mon livre OVNI, Crop Circle et Abductions et Abduction. Il est en vente sur Amazon, donc OVNI, Crop Circle et Abduction, le dossier de la traîtrise américaine, où je vous parle de tout ça, des humides, de 9 autres races d'extraterrestres vraies ou fausses, des documents déclassifiés de l'armée française, de la Maison Blanche, de l'US Air Force, de la CIA, de la NSA, et des témoignages de pilotes d'avions, de pilotes de chasse et de personnel militaire sur la question des ovnis. J'aborde aussi la question du lien entre le nucléaire et les phénomènes aériens non identifiés, et puis les cas brésiliens, notamment le cas de Varginha, qui est sans doute le cas le plus spectaculaire de manipulation étatique après un crash d'un objet non humain et la récupération d'entités vivantes. Voilà, tout ça c'est documenté. À très bientôt. Salut, c'était Pascal Tréfinguet. Non, c'était la planète Humo.